Selon Canguilhem, c'est cette fabrication de chimères qui a été un argument le plus fort contre le vitalisme, puisqu'on arrivait à former un vivant à partir de deux espèces, donc qui n'appartenait à aucune des deux espèces, donc il dit ça en espèces équivoques, et donc ça mettait en cause le fait qu'il existe un principe vital propre à chaque espèce et qui contrôle le fonctionnement de ces cellules, puisque là en fait il y a une coopération entre des cellules d'espèces différentes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'extrêmement commun au cours du développement embryonnaire. Tous les développements embryonnaires qui sont similaires au sein d'un même groupe d'animaux font intervenir les mêmes molécules, ils sont conservés au cours de l'évolution, donc il ne va pas y avoir de barrière d'espèce pour une greffe à ces stades embryonnaires. Ensuite, il y a une barrière d'espèce chez les vertébrés, mais elle est due au système immunitaire. Un biologiste pourrait se dire, mais on pourrait trouver un autre principe vital propre à l'espèce, issu de la recherche en biologie, donc une recherche postérieure à Canguilhem, qui est issue de la classification phylogénétique qui s'est mise en place dans les années 50. Donc dans cette classification phylogénétique, chaque espèce est caractérisée par un état, un caractère à l'état évolué qui n'existe que dans ce groupe et qu'on appelle une synapomorphie. Donc selon les gens qui font la classification, chaque espèce est effectivement définie par un principe vital qui est un caractère bien particulier qui les définit. Mais ça, c'est leur définition. Donc c'est ce qu'on appelle l'espèce phylogénétique. Et les biologistes d'autres secteurs ne sont pas du tout d'accord avec cette façon de voir, parce que quand on prend les autres définitions de l'espèce, par exemple, font partie de l'espèce les individus qui peuvent se reproduire entre eux et avec une descendance viable, définition biologique, on n'obtient pas du tout la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'isolement reproducteur, une espèce biologique, ce sont les individus qui peuvent se reproduire entre eux avec une descendance viable et qui ne peuvent pas se reproduire avec d'autres groupes. Quand vous comparez les deux définitions de l'espèce, on n'a même pas la moitié des animaux pour lesquels la définition classique de l'espèce, qui est la définition biologique, recouvre la définition phylogénétique. Donc ça veut dire que ce qui bloque la reproduction, ce n'est pas l'apparition d'un caractère qui lui soit propre, d'un principe propre à l'espèce. C'est quelque chose qui se produit en fait bien avant. C'est très souvent par le comportement que des groupes d'animaux se séparent et finissent par former de nouvelles espèces. Donc je vais prendre un cas très classique, qui est le cas du pouillot verdâtre, qui existait au démarrage de la population ancestrale en Inde et qui ne vole pas très haut, donc il ne peut pas traverser en volant au-dessus du Tibet. Et donc on a des groupes d'animaux qui sont passés soit par l'est, soit par l'ouest, et qui ont migré de proche en proche au fur et à mesure du temps. Et au bout de quelques millions d'années, ils ont contourné la montagne et ils se retrouvaient dans une zone de rencontre. Mais dans cette zone de rencontre, qui est actuellement située en Russie, il n'y a pas de reproduction, c'est-à-dire que l'espèce qu'on appelle aujourd'hui Viridanus ne reconnaît pas l'autre espèce provenant de l'ouest et qui est Plumbentarsus. On a essayé de comprendre pourquoi et on a enregistré les chants. Quand on fait entendre le chant d'un Viridianus à un Plumbentarsus, il ne réagit pas. Alors que quand vous lui faites écouter un chant de son espèce, les mâles ont un comportement territorial, ils deviennent très agressifs, et ils semblent chercher partout la source du son et ils ont une réaction. Par contre, quand vous leur faites entendre ce chant-là, ils n'ont strictement aucune réaction. Et c'est tout à fait symétrique. On a la même chose pour Viridanus, il réagit au son de sa propre espèce, mais il ne réagit pas du tout à l'autre chant. Donc là, ce qui fait la barrière, qui fait que ces individus ne se reconnaissent pas, c'est en fait le chant. Le chant fait que ce sont deux groupes qui sont complètement séparés. Les femelles ne reconnaissent pas non plus le chant de l'autre espèce et donc ne vont pas les accepter comme partenaires sexuels. Donc ça peut être un comportement basé sur le chant, ça c'est beaucoup pour les oiseaux. Ça peut être des mouvements de la parade sexuelle qui sont aussi typiques. Il y a des questions-réponses entre les deux partenaires sexuels et si le
partenaire ne fait pas la bonne action, à ce moment-là, il n'y a pas non plus d'accouplement. Ou ça peut être des phénomènes de niche écologique. On a à l'intérieur de l'espèce initiale, il y a deux groupes qui se mettent à chercher des ressources à des endroits différents et qui vont moins se croiser et finalement, avec le temps, ils vont finir par former deux espèces. Et donc ça, c'est quelque chose qui se produit beaucoup plus tôt que l'apparition d'un caractère qui leur serait spécifique, qui est la synapomorphie et qui les caractériserait complètement. Donc, est-ce qu'il y a un principe vital propre à une espèce animale? Si ce principe vital est un principe de comportement, pourquoi pas? Hein, on va être donc sur la définition écologique de l'espèce. Donc, on pourrait dire que quelque part, les tenants de la définition écologique ont une certaine forme de principe vital, mais comportemental. Et au contraire, si on est sur un principe vital vraiment inscrit dans les cellules, donc moléculaire, là vous voyez que ça ne marche pas, hein, clairement. On ne peut pas dire qu'il y a des molécules, des cellules ou des séquences d'ADN qui vont vraiment être caractéristiques et typiques de ce groupe. Ça ne marche pas très bien. C'est seulement une fois que les deux groupes, donc les espèces au sens écologique, ont été séparés pendant plusieurs millions d'années, même il faut compter en dizaines de millions d'années, qu'alors, à cause de l'évolution, ils vont finir par avoir des caractères moléculaires propres. Hein, c'est tous les cas que l'on voit ici, c'est quand les espèces ont divergé depuis longtemps et n'ont pas refusionné. Parce que des espèces peuvent diverger et refusionner. C'est par exemple ce que l'on constate avec les grizzlies et les ours polaires. Ils ont une divergence relativement récente, hein, qui date de seulement moins 10 000 ans, ce qui fait qu'ils n'ont pas de séparation moléculaire, ils avaient seulement une séparation comportementale par leur mode de nutrition et par leur lieu de vie. Et maintenant que les calottes polaires se réduisent, il y a à nouveau contact entre les ours polaires et les grizzlies. Et comme il n'y a pas de barrière moléculaire et que la barrière comportementale n'est pas parfaite, eh bien, il y a des possibilités d'hybridation, et d'hybridation tout à fait fertile entre les grizzlies et les ours polaires. Donc on appelle ça généralement des gros lards. Et ces gros lards eux-mêmes sont fertiles et ils peuvent se recroiser avec des grizzlies et avoir une descendance tout à fait fertile. Donc on voit que c'était seulement une barrière comportementale, ce n'était pas une barrière moléculaire, il n'y avait pas de principe vital qui séparait ces deux espèces autre que le comportement. Si vous n'êtes pas biologiste, vous pouvez vous arrêter là. Maintenant, nous allons évoquer le développement embryonnaire exclusivement pour les biologistes.